Votre programme avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Power Sport News numéro 13. C'est maintenant l'émission de toutes les compétitions moto. Et qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. On débute fort cette émission avec Émilie Noble, pilote de vitesse en 600 en Women's Cup, qui n'hésite pas à concurrencer les hommes sur certaines compétitions. Place ensuite à Gérard Mangin, organisateur de courses sur prairie à Château-Landon. Il nous fait découvrir cette épreuve originale entre le motocross et l'enduro de haut niveau, où le saut est interdit. On termine avec David Roger, un collectionneur de combinaisons des grands pilotes de l'histoire. Il en a plus de 150 et nous raconte comment il arrive encore à retrouver quelques perles rares. Avec nous sur le plateau, comme chaque mois, Pascal Tomec. Salut Pascal. Bonjour à tous. En forme? Pleine forme. Pleine forme? Même. Les genoux, tout va bien. D'équerre. D'équerre, très bien. Avec nous également sur le plateau, Émilie Noble. Bonjour Émilie. Bonjour. Émilie, tu es notre première invitée de cette émission, pilote de vitesse en 600, en Women's Cup. Tu nous expliques tes résultats cette année? Oui, carrément. Alors, pour le coup, je n'ai pas commencé en Women's Cup parce que je trouve qu'on a beaucoup de chance, c'est d'avoir un sport mixte. Donc, j'utilise ça et j'utilise cette mixité pour aller rouler avec des hommes qui roulent vite et donc aller chercher chez eux des qualités que moi, j'ai pas. Il y a des hommes qui roulent pas vite aussi. Il y en a aussi. Il y a des hommes qui roulent pour le plaisir. Il y a de tout. Mais c'est important pour moi d'aller dans des courses où les gens sont bons. Je préfère faire dernière et aller prendre des roues et m'améliorer parce que ma vraie compétition, c'est de faire un meilleur chrono qu'avant de venir. C'est plutôt l'objectif premier pour lequel j'y vais. Donc, j'ai préféré commencer avec des courses mixtes. Donc, j'ai fait la WERC en First Race Cup. Ouais. Sur quel circuit? À Carole. D'accord. Circuit à côté de la maison. Je me suis dit, comme ça, je suis pas loin si je me fais mal. Et voilà, j'ai pensé à tout. Ça peut bien se passer aussi. Hein. Ouais, mais c'est bien de réfléchir à la logistique quand on fait des choses. Et puis, ça s'est bien passé. J'ai eu la chance d'avoir un mécano qui fait le WSBK. Donc, on va pas se mentir, j'étais avec PL Performance. D'accord. Donc, du team Flembo. Donc, j'étais bien accompagnée. Qui roule en endurance aussi. Qui roule aussi. Qui roule très bien. C'est mécano, coach, il fait tout. Et pour la première fois, j'ai vu mes deux parents ensemble au même endroit depuis, je pense, mes 6 ans. Donc, c'était un événement... Le miracle de la moto. C'est ça, je pouvais pas tomber en tout cas, parce que sinon, ça servait à rien, ils allaient s'embrouiller. Donc, je me suis dit, il faut tout faire pour que ça marche. Et la course, tout de suite, j'ai aimé ça. Moi, de base, je suis très compète. J'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune. Ouais. J'ai toujours fait de la compétition. J'ai toujours trouvé que ça me dépassait parce que je suis un peu feignante s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas de choses à aller chercher. Ouais, voilà. L'esprit de compétition, à fond. Complètement. En entraînement, je vais rouler d'une certaine manière et puis dès qu'il va y avoir la compétition, rien à voir. Et la moto, c'est venu comment? C'est parental ou c'est par amitié ou comment c'est arrivé dans ta vie? La moto, en règle générale, la première fois que je suis montée sur une moto, c'était sur une YZ 125 et j'étais jeune, je devais avoir 14 ans. Ouais. Je suis tombée directement, je me suis fait mal. Et puis après, je me servais de moto pour aller d'un point A à un point B parce que je vivais dans un village et donc c'est un truc de jeunes de village d'avoir des 50 à boîte ou de faire de la moto. Et j'ai passé le permis en 2018. On l'a tous fait à peu près en même temps en famille. Donc mon père a passé son permis aussi à ce moment-là, mon beau-père aussi. Et après, la piste, j'ai commencé avec un garçon. Nous, les filles, c'est souvent des garçons qui nous emmènent quelque part. Et on a fait du circuit et j'ai adoré ça directement. Et là, tu as dit, c'est bon, moi, je regarde pas, je fais. Ouais, c'est ce que je me suis dit. J'ai failli tomber dans le dernier virage de Manicourt aussi. Pour la première, c'est pas mal. J'ai pris une bonne raquette. Et j'ai apprécié en fait la sensation de wouh, j'ai failli tomber. Je me suis pas dit oulala, c'est super dangereux, je recommence pas. J'ai dit je vais accélérer plus fort pour voir ce qui se passe. Et là je me suis dit c'est bon, je crois que je suis faite pour ça. Ok, c'est des discours qu'on entend, ça. Je vais accélérer plus fort quand ça passe pas, ça doit passer un jour ou l'autre. D'accord, donc le virus il t'a pris et depuis donc t'as plongé. Compétition moto. La moto c'est un sport qui présente la particularité d'être un sport mixte. On en a déjà parlé, Pascal. Il y a des
catégorie féminine et il y a des catégories mixtes, ça permet ça. C'est un sport, finalement, le physique est un préalable à la performance, mais c'est pas ça qui fait la performance, d'où la place des femmes dans cette compétition aussi, quoi. Oui, bah après ça, je pense que c'est valable dans tous les sports, honnêtement. Je vais à l'escalade, je vois des personnes dont on voit le physique, on ne se dit pas qu'ils vont monter telle difficulté de voie. Donc la performance, elle est principalement liée au plaisir et à la dévotion qu'on va mettre dedans. À la dextérité, à tout un tas de qualités qui ne sont pas propres à un genre, en tout cas. Exactement. Est-ce que, toute petite, tu étais casse-cou? Est-ce que tout ce que tu touchais, tu étais en vélo casse-cou, en gymnastique casse-cou? Est-ce que c'était une logique à un moment? Est-ce que ton niveau de gymnastique aujourd'hui a fait qu'effectivement tu aies pu être une fille casse-cou? Moi, j'étais pas téméraire et j'ai fini par le devenir en me rendant compte que je me faisais la gym m'avait déjà bien détruit le corps, que de toute manière, j'étais déjà très abîmée. Donc tu t'es dit, je vais continuer avec la moto. Je me suis dit, de toute façon, au point où j'en suis, 18 subluxations, 38 luxations, on y va, quoi. C'est bon. Hein. On a croisé à l'occasion du contrat de Sébastien Charpentier récemment, le professeur Antoine, qui a opéré nombre de pilotes, qui nous a dit, pire que les pilotes moto, c'est les danseuses étoiles. Au niveau des opérations et de la douleur endurée, ça, très pour pratiquer le aussi, sport. hein. En fait. Et la gym rejoint cette notion de souffrance dans le sport. Beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact. Beaucoup d'impact et surtout, c'est des sports qui... Moi, je trouve que la moto n'impose pas certaines choses de la gym. La gym est un sport qui demande de la discipline, de la rigueur et qui est très strict. C'est-à-dire que c'est très carré, c'est vraiment pas loisir. Quand on allait faire de la gym, on n'allait pas s'amuser. La moto, il y a un petit peu de waouh. Oui, on va s'amuser. La moto, on ne peut pas performer si on ne s'amuse pas. À partir du moment où ça devient un supplice, où on subit, on perd en performance. On prend un risque quand on monte sur une moto. On va à 250 km/h, 300 km/h selon la moto. On prend quand même le risque de mourir. Hein. On est au courant quand on monte dessus. Il faut que ce soit pour une raison qui soit agréable. Parce que si on le fait pour en plus que ce soit pas cool, là tout de suite le cerveau il dit alors moi je suis pas venu là pour souffrir. Il coupe les gaz et dit moi je fais pas ça. Alors que si on s'amuse, on est beaucoup plus prompte à aller prendre des risques qu'on n'aurait pas pris autrement. Toi, tes résultats cette année, ça a été plutôt brillant. Tu as fait mal. 2e de la Women's Cup, c'est ça? Il y a eu une manche à Manicourt, c'est ça? Alors, j'ai fait première en rookie. En fait, vu qu'il n'y a eu qu'une seule manche, on ne peut pas dire qu'il y a un vrai titre. Mais sinon, c'est le titre de championne de France rookie. Du coup, j'ai fait 13e sur 29 au général, donc 600 et 1000 confondus. Oui, et puis donc meilleur rookie, voilà, c'est ça. De l'année 2024. Ta moto, c'est une R6, c'est ça. Yamaha R6, ça va, le contrôle de la R6, plutôt agréable. C'est elle qui me contrôle, tout va bien. Jusqu'à maintenant, elle freine au bon endroit. Ouais, on dit ça, mais... Et donc, la Women's Cup, on en a parlé, on n'a pas expliqué. La Women's Cup, c'est un championnat féminin. C'est ça. Vous pouvez au choix participer au championnat masculin et aussi vous inscrire à la Women's Cup. Donc il y a 2 possibilités aussi de s'inscrire. Il y a des filles qui décident de ne faire que les épreuves mixtes ou que la Women's Cup. Oui, pour le coup. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait 2 compétitions mixtes et la Women's Cup. Il y a des filles qui font que la Women's Cup. En fait, la Women's Cup, c'est à mes yeux un tremplin pour se lancer dans la compétition. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a jamais fait de course, elle n'a peut-être pas forcément envie de faire un premier départ avec que des hommes parce que, par exemple, à l'Ultimate, on était 2 filles et on était une grille de départ de 40 personnes. Donc, ça peut impressionner au début. Et si on n'a pas encore cette mentalité de au pire j'échoue, il vaut mieux peut-être commencer par la Women's Cup. Donc ça c'est un premier tremplin pour démarrer. Et ce qui est bien, c'est que en tout cas l'année dernière, il n'y avait pas de chrono de qualification obligatoire. Donc c'est aussi pour quelqu'un qui démarre un petit peu, enfin qui n'a pas un niveau de pilote qui lui permettrait d'aller faire de la course mixte. C'est aussi un moyen d'aller faire de la compétition pour déjà prendre un départ de course, parce qu'on va pas se mentir, c'est le meilleur moment de la course. Donc pour déjà prendre un départ et pour apprendre un petit peu la compétition. Maria Herrera, Lucie Glockner en endurance, 4e du Bol d'Or il y a quelques années. Maria Herrera, pilote officiel Honda en 600 Super Sport. C'est des exemples pour toi, c'est des modèles?
Maria, c'est plus qu'un exemple. C'est une femme que j'affectionne beaucoup, avec qui que je vais voir quand il y a ses courses sur la grille pour dire bonjour. Parce que moi, c'est la nana qui m'a montré en fait qu'on pouvait le faire. Ouais. Et revenir de blessure. Hein, parce elle est impressionnante. Mais Maria, elle a une détermination qui fait que quoi qu'elle fasse, elle ira loin en fait. C'est quelqu'un qui connaît sa route et qui fonce. Et puis elle a dominé les garçons. On parlait de course mixte, elle est championne du monde, première championne du monde féminine devant les garçons. C'était la seule féminine. Non, ça c'est Ana Carrasco qui a gagné. Ah, c'est Ana Carrasco. Maria Herrera, oui, elle a fait. Mais Maria a fait en Moto 3 des très très bonnes positions, qui fait de la Moto I aussi en ce moment avec le World WCR. Exactement, Maria et Ana Carrasco. J'ai confondu, c'est elle qui fait du super sport cette année. Oui, cette année qui sera avec Perolari. Mais pour le coup, mais les deux, de toute façon. Moi, je suis très admirative des femmes qui se lancent parce que je sais à quel point ça peut être dur vu que je suis là. Donc, je suis très admirative et en même temps, j'aimerais qu'on soit plus et en fait, à un moment donné, qu'on arrive même à... Je sais pas si on arrivera à une égalité, mais à quelque chose où c'est banal, en fait. Je pourrais dire, tu fais quoi ? Moi, je suis pilote de moto. On dirait, ouais, ok, cool. Enfin, ça arrivera. Parce que c'est normal. Ouais, forcément. Ça arrivera et surtout, ça sera génial parce qu'en fait, du coup... Que ce soit pour nous, les femmes, on se sentira moins regardées. Et pour les hommes, ils seront moins vexés si on passe devant. Oui, le fait qu'elle quitte un championnat avec des catégories 300, effectivement, les mecs, les filles, tout le monde cherche un petit peu à comprendre pourquoi elles arrivent à performer. Là, elle gagne le 300. Et là, elle vient dans une catégorie 600 super sport en mondial. Avec un très bon coéquipier aussi. Avec Corentin Perolari. Et on attend, je dirais, un peu tous qu'effectivement... ce qu'elle va pouvoir faire avec cette Honda en 600 Super Sport. Et c'est ce qui va déclencher un petit peu le moment où elle va se retrouver dans une grille. Quelque chose qui peut se produire vraiment. Je vais me permettre de mettre les pieds dans le plat parce que c'est aussi à ça que je sers. C'est pas ce qui s'est passé. Hein. On lui a pas donné sa chance en 600 parce qu'elle a gagné en 300. Il a fallu qu'elle aille gagner le championnat féminin pour qu'on lui offre une opportunité d'avoir un guidon chez les hommes. En temps normal, quand elle a gagné le 300, personne lui a rien donné comme guidon parce qu'on a dit c'est une nana, donc on n'en veut pas dans le paddock. Hein, on va pas se mentir. Sauf que maintenant qu'elle a gagné le championnat du monde féminin et que c'est la première championne du monde féminine, on est bien obligé de lui trouver une place quelque part parce qu'elle a prouvé qu'elle roulait fort. Donc c'est comme ça qu'ils lui ont filé une place en WSBK. C'est parce que maintenant elle n'a plus rien à prouver. Elle vient de faire encore un titre. Et donc ça s'est plutôt passé comme ça. C'est pas vraiment je gagne le 300, je pars en 600. Mais c'est important pour moi de le dire parce que ça souligne que oui, il y a de la place pour la femme, mais c'est l'année dernière avec le WCR qu'ils ont réussi à faire en sorte que vraiment on l'intègre en 600 Super Sport. WCR, voilà, c'est le championnat qui a été intégré au championnat du monde Superbike. Championnat que vous connaissez bien chez Motul. Complètement. Ouais. Mais cette année, ça coûte beaucoup d'argent d'inclure quelqu'un, de sponsoriser quelqu'un en mondial 600. Donc on aurait pu aussi prendre un deuxième mec. Mais il y aura beaucoup plus de visibilité sur elle parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde l'attend, elle, au tournant. Donc c'est les marques sur sa combinaison que tout le monde verra. C'est autour d'Anna qu'il y aura le plus d'effervescence. Sportivement. Voilà. Sportivement, on attend quelque chose. Sportivement. Je sais pas pour avoir parlé avec Bruno Skotnicki, qui va être team manager du team, ils fondent beaucoup d'espoir sur le duo. Le duo, il va être fantastique. C'est sûr. Parce que c'est deux belles personnes. Alors moi, ce qui me plaît dans le discours, on n'est pas dans le discours du féminisme pur et simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas le poing tendu en disant... on va les mecs et ainsi de suite. Dans ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est parfois nécessaire. Mais j'entends une jeune femme qui se dit voilà, j'ai envie de le faire, je décide de le faire, je m'inscris, je le fais. Oui. Et ça, c'est un discours que j'ai envie de dire, nous, les partenaires, souvent des femmes dans le monde du sport mécanique, on a envie d'entendre. Parce qu'on sait que ça, c'est des vraies combattantes. Elles ne combattent pas par leur physique pour être championne du monde de l'esthétisme et de trouver des partenaires de l'esthétisme. Là, on a des vraies sportives. Émilie, l'endurance, c'est quelque chose qui t'intéresse et notamment via le Garac, tu as un projet. C'est ça. Tu nous en parles ?
Alors, c'est un peu mon rêve, hein. Donc c'est vraiment le bébé que le Garac, c'est une école de formation. Le Garac, c'est ça, c'est un campus de formation de filière mécanique. Qui est situé à Argenteuil. Et en fait, ils ont une classe... Moi, je suis marraine de la Girls' Day depuis 3 ans. Donc, c'est une journée 100% féminine où les femmes viennent à l'école et rencontrent les filles qui sont déjà à l'école là-bas. Et donc, ils font ce qu'il faut pour intégrer, du coup, beaucoup de femmes dans les métiers de la mécanique. Ils ont d'ailleurs, j'espère que je me trompe pas sur les statistiques, mais ils ont plus de 80 filles dans l'école, donc ce qui est quand même énorme. Et dans ces 80 filles, la plupart sont dans des filières techniques, purement techniques. Donc ça fait des belles statistiques. C'est des statistiques qui ont augmenté depuis les 3 dernières années. Moi, je me bats pour justement ramener ces filles dans cette école si elles ont envie de le faire, parce que il faut pas se priver de ce qu'on veut faire. Et l'objectif, en fait, c'est de monter un team 100% féminin en endurance, en EWC, mais en R7, parce que je connais mon niveau et je peux pas aller chercher les 24 heures du Mans. Avec les gars qui roulent, ils roulent beaucoup trop fort, mais la R7 Endurance Series s'offre comme une course d'endurance accessible à un amateurisme un peu plus important, enfin en tout cas à mon niveau, j'espère. Et du coup, le but c'est d'avoir vraiment un team avec des mécanos femmes, une ingé femme, une cuisinière femme, 100% féminin. 100% féminin. On n'est pas féministe. Moi, je le dis, j'aurais toujours préféré être un mec. J'ai toujours dit à mon père qu'il avait raté quelque chose parce que franchement, ça serait plus simple. Mais du coup, s'il y a le professeur du Garac qui supervise ou qu'il y a un garçon qui fait des photos ou j'en sais rien, nous, on n'est pas du tout fermé à ça parce que l'idée, c'est un projet pédagogique, en fait. C'est pas du tout un projet avec des ambitions de « on gagnera pas ». Mais on a on aura cette casquette où on fait la course, donc on a quand même des envies on fait jamais la course pour être dernier. Et en même temps, vu qu'on sera l'équipe 100% féminine, tout le monde nous regardera. Donc si on fait la moindre erreur, ça sera parce qu'on était un team 100% féminin. Regardez quand on donne les clés à des femmes, ce qui se produit. C'est ce qui va se passer. Donc il faut vraiment que tout soit méticuleusement préparé, que toutes les personnes du team soient armées psychologiquement pour se dire... Ok, on va recevoir des critiques, mais c'est normal. On peut pas déplacer des montagnes sans se faire mal au bras. Hein, c'est lourd une montagne, donc il va forcément y avoir 2-3 répercussions. Mais l'objectif c'est vraiment ça parce que je sais que plus tard, un jour, on viendra et on me dira, moi, quand t'as monté ton team, j'avais 16 ans et du coup je me suis inscrite dans une école de mécanique. C'est inspirant. Voilà, comme toutes les filles qui sont venues me voir au salon du 2 roues en me disant je passe mon permis parce que je suis tombée sur ton compte Insta, j'adore ce que tu fais. Et à chaque fois que j'entends ça, moi je suis très émotive, je suis très sensible, c'est peut-être mon plus gros défaut en moto, je crois. Et à chaque fois j'ai les larmes un peu aux yeux et je dis mais si ma vie elle a pu, comme vous faites de la formation parce que vous avez dit moi je veux laisser quelque chose, je veux pouvoir apporter quelque chose. Et on veut tout ça dans la vie, donc si j'ai pu apporter quelque chose à quelqu'un, je me sens accomplie, quoi. Merci Émilie, on va suivre ta saison, on va suivre tes projets. Tes chronos aussi. Ouais, oui, c'est le but, c'est le nerf de la guerre. Ta progression. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Power Sport News pour parler de ton actualité. Beaucoup. Pascal, on passe à la rubrique suivante. Allez, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Merci. Retour sur le plateau de Power Sport News numéro 13 avec Gérard Mangin sur le plateau avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour à vous deux. Alors Gérard, vous êtes motoclub, on se tutoie dans la moto. Tutoie, ouais. Tu es président du motoclub de Château-Landon, c'est ça ? Voilà, 77, ouais, parce qu'il y a 2 motoclubs, il y en a un de route et donc un de tout-terrain. Ah oui, et toi c'est le tout-terrain ? Tout-terrain, oui, tout à fait. Enduro et puis cross en même temps. Et donc, Château-Landon, tu connais bien, Pascal ? Je t'ai entendu parler un petit peu des environs tout à l'heure, la Beauce. Je connais bien ce quartier, puisqu'effectivement, c'est un territoire familial. Donc, j'y ai mon frère aîné qui est installé pas très loin de 5 km de Château-Landon. Alors, on va parler, Pascal, de course sur prairie. Est-ce que tu sais ce qu'est la course sur prairie ? Malheureusement, oui. Donc, pourquoi malheureusement ? Parce que c'est presque... Alors, on ne va pas dire que c'est le côté péjoratif, mais c'est à cheval entre le motocross et l'enduro haut niveau.
Donc, quand on fait une course sur prairie, on n'a jamais les obstacles du motocross et on n'a pas les obstacles de l'enduro. Donc... Alors, on va demander à Gérard, la course sur prairie, comment tu définirais, toi, la course sur prairie? Alors, une course sur prairie, c'est donc un terrain, on va dire, vallonné ou plat. Mais dans tous les cas, la moto ne devrait pas décoller. Elle doit avoir toujours les roues au sol. Pas de saut. Pas de saut. Après, c'est le terrain naturel qui fait sauter ou pas la moto. D'accord, mais c'est pas interdit. Mais c'est pas interdit du tout. D'accord. Heureusement. Et alors, c'est sur des terrains tracés ou c'est Non, c'est un terrain éphémère qu'on prépare les 15 jours avant. Avec un agriculteur Avec un agriculteur où on met un broyeur derrière. Et puis j'ai mon copain d'enfance qui me suit depuis 20 ans et qui, lui, trace comme il veut. Et voilà, donc tous les ans, ça change de circuit. On fait la piste 2-3 mètres pour ne pas rouler sur celle de l'année dernière. Voilà, on essaie de varier un petit peu le circuit, quoi. Parce que c'est la longueur d'une piste de course sur prairie, c'est combien à peu près? Alors, si on met 40 pilotes, il faut à peu près 1,6 km. Ah oui, c'est assez court. C'est assez court, oui, mais... ça va, c'est bien déjà quand ils ont fait 10 minutes plus de tours, parce que bien souvent dans la prairie c'est des pilotes un peu lambda, on va dire. Aussi bien, j'ai beaucoup de gens qui prennent des licences à la journée pour faire cette course. Et c'est un peu de la découverte parfois. Voilà, il y a aussi bien le fils et le père, et il y a tout le monde qui vient rouler. Ça vient rouler en famille en fait. Il y a des spécialistes, j'imagine, quand même, de la course sur prairie. C'est un championnat sous l'égide de la FFM? Alors, on fait le championnat d'Île-de-France éducatif depuis 20 ans. Ça, j'y tiens absolument, parce que c'est la relève, en fait. On a une équipe de plus de 50 ans. Ça, c'est pas la relève. C'est pas la relève, voilà. Mais ils aiment bien rouler ensemble, donc comme ça, c'est bien. On a les motos anciennes aussi. J'attends Pascal pour venir rouler. Pascal, quand est-ce qu'on se voit au départ de la course sur prairie? On a quelques féminines, et puis... Dès que le genou est consolidé. Alors, c'est une catégorie féminine? C'est compliqué de faire une catégorie, parce que j'arrive toujours à en avoir 4, 5, 6, 7, mais pas plus. D'accord. C'est compliqué, de faire une série, parce qu'il faut au minimum une vingtaine de personnes pour pouvoir faire une série. Alors, c'est une ligue régionale, c'est un championnat régional où il y a plusieurs épreuves? C'est le championnat d'Île-de-France, oui. Championnat d'Île-de-France, ok. Et il y a des courses nationales, prairie? J'en ai pas à ma connaissance, non. J'ai demandé à la Fédé si on pouvait justement essayer de faire un championnat, mais apparemment, j'ai pas de réponse. Apparemment, il y a plusieurs terrains qui font des courses sur prairie, mais... on n'en entend pas parler, quoi. Ça reste entre eux. On connaît quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Delétang, il doit avoir des collègues pour leur parler de ça. On lui poser la question. Ah, Pascal, c'est clair, c'est indispensable. Un championnat national de course sur prairie. Donc, je reviens au niveau du circuit. C'est un circuit qui fait 1,6 km. Oui. Qui est donc broyé 15 jours avant. On installe à peu près 500 piquets. On a à peu près 6 km de rubalise. Puisque il faut mettre double ou voire triple balisage pour que les spectateurs ne rentrent pas sur le terrain, ce qui est compliqué, donc on est obligé de faire la police à chaque fois. Mais bon, là, les gens, ils connaissent pas, justement, je sais pas si vous voyez la vidéo, on est en plein centre-ville, quoi. Les gens viennent avec la poussette, et puis c'est pour ça qu'on a autant de monde, et l'entrée est gratuite. Et alors, il y a les bottes de paille de protection aussi. Donc on a à peu près on a commencé à 30 ballots. Oui. C'est des gros, à 300-400 kilos. On est actuellement à plus de 80 ballots. 80 ballots de paille. Voilà. Donc, pour protéger les spectateurs, les pilotes, tout le monde, quoi. D'accord. Les vitesses atteintes sont raisonnables? Oui, parce qu'on essaie de ne pas faire trop vite, mais parce que comme c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de rouler. D'accord. Donc des fois, ça pousse un peu des coudes et puis ils ne sont pas toujours au top. Mais c'est convivial. Et la largeur de la piste, par contre, c'est large. Ça fait elle fait minimum 6 mètres. Ça va jusqu'à 8 mètres. Donc, ils ont largement de quoi doubler, quoi. C'est convivial, ça donne envie d'y aller. Il faut venir. Il faut venir. Ouais. On est la plus grosse, comme disait à Pascal, on est la plus grosse d'Île-de-France. D'accord. Au niveau pilote. Là, cette année, on a fait 327 pilotes sur le week-end. Et alors, c'est au mois d'octobre, c'est ça? Ouais. Le 10-11 octobre. 10-11 octobre. Et je mets toujours 1 ou 2 top pilotes professionnels qui viennent rouler.
Là, cette année, on a eu le champion de France Supercross et MX1. Donc voilà, c'est Maxime Després. Ah ouais, quand même. Qui fait le Supercross, qui fait le mondial, il fait l'élite. Ça, c'est des gens sensationnels. Ils sont abordables, ils sont agréables, c'est le top niveau, quoi. Ah ouais, dans tous les sens. Donc il a gagné? Il n'est pas là. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on ne lui met pas un numéro parce qu'il n'est pas classé. Comme il y a à peu près une trentaine de courses dans le week-end, il s'amuse, quoi. Il fait ce qu'il veut, quoi. Il prend, s'il veut faire 10 courses, il en fait 10, s'il en fait 3, il en fait 3. On lui met un numéro, c'est-à-dire A, B, C ou D, si on a plusieurs pilotes. Et puis, après, voilà, il fait le show, quoi, en fait. Il fait le show. Voilà. Ouais. Et ça, c'est... En Ile-de-France, pendant de nombreuses années, on avait une multitude de terrains de cross et de terrains disponibles pour les jeunes. Moi, j'ai connu les Trois-Pierres à Clamart, j'ai connu Fresnes à côté de la prison, j'ai connu Vincennes, le but militaire. On pouvait faire du tout-terrain avec des 50 cm3, tout le monde allait rouler. Aujourd'hui, le dernier bastion en Ile-de-France, c'est effectivement Château-Landon. Donc, toutes ces motos qui sont utilisées par les crossman et même enduristes, elles deviennent des motos d'occasion. Que devient ce marché de l'occasion? Il devient le marché de l'occasion des gens qui font des courses sur prairie. Ouais. Ils ne vont pas s'acheter des motos à 10 000, ils s'achètent des motos de cross, ils roulent entre potes et ils font cette course de Gironville. Ils sont 200, 250. Combien on a eu maximum d'inscrits? 327 327 gens. Non, on ne peut pas faire plus, quoi. Qui font du tout-terrain. Ils achètent des pneus, ils achètent des casques, des bottes. Ils sont équipés comme ceux qui le regardent à la télévision. Donc, et c'est le dernier bastion de l'Île-de-France. On a 8 ou 9 départements, il n'y a plus rien. Donc avant, il y avait la Ligue d'Île-de-France, on allait à Vincy-Manœuvre, ça existe toujours. Mais on a tout éloigné de cette zone parisienne et on devient le dernier bastion un peu rural. Ouais, quelque part, c'est encore l'accès au plaisir, l'accès au motocross, bien l'accès sûr. À l'enduro. C'est des premiers pas qui sont importants. C'est important pour vous de préserver cette entrée. Tant qu'on arrive à avoir les terrains, parce que c'est tous des propriétaires des terres agricoles, ou quelques-unes de la mairie, mais ça devient de plus en plus compliqué à trouver les terres, parce que là, on a toute une partie qui a été rachetée par une personne qui a un peu d'argent, qui veut mettre des vignes dessus, quoi. Ah ouais, donc là, on pourra toute cette partie-là. Avant, on roulait dessus parce qu'il y avait un beau dévers, ça faisait comme une spéciale d'enduro. Là, maintenant, on ne peut plus rouler. Et alors, ce lien donc ça se réduit au fur et à mesure. C'est pas mal aussi d'avoir un lien entre les agriculteurs et les motards qui sont parfois pas toujours copains, quoi. Dans l'ensemble, ça va. Chez nous, ça va. Ils comprennent bien, les agriculteurs. Ils savent qu'on rend le terrain propre. Il n'y a pas de déchets. Un peu labourer en plus, ça peut les arranger. Non, parce que ça tasse, pas trop, ça tasse un peu. Ouais, ça tasse un peu. Et le lundi soir, il n'y a plus rien sur le terrain, tout est retiré. Il n'y a plus un papier gras, il n'y a plus rien. Parce qu'en plus, on passe sur une route qui dessert la ville. Et nous, on est vraiment au pied de la ville. Donc, on est obligé de mettre des passages de route en terre. Ça fait que le lundi soir, tout est retiré, tout est nettoyé. On réouvre la route le mercredi matin aux usagers. Et il y a des familles qui viennent, c'est très convivial. J'imagine que c'est toute une petite économie, un petit salon, un mini-salon qui se met en place. C'est une entrée gratuite, déjà, pour tout le monde. D'accord. Donc on vit un peu avec les crêpes, la boisson, la petite restauration. Ouais. On fait quand même beaucoup de monde. On a 60 bénévoles ce jour-là. C'est un milieu associatif, c'est des passionnés comme vous. Vous passionnez depuis combien de temps de motocross et de 20 ans. 20 ans. J'ai un dimanche soir, je rentrais d'un enduro qui était pas facile, et j'ai dit à ma femme, écoute, ce soir, je veux plus entendre parler de la moto, et j'arrête. Elle me dit oui, comme à chaque fois, le mercredi ça reprend, puis tu repars. Je dis non, c'est mort. Et puis c'est resté comme ça quelques semaines. Puis après, l'envie est revenue. Et puis, j'ai appelé un copain d'enfance, justement, celui qui fait le circuit. Je lui ai dit, écoute, je m'ennuie, il faut faire quelque chose, quoi. J'ai envie de monter une course de motocross. Est-ce que tu me suis? Il m'a dit, oui, pas de problème, je te suis. C'était quand? Et c'est parti comme ça, en 2005. 2005, ouais. Voilà. L'ennui. Voilà. Et après, la passion, il faut chercher des partenaires, il faut chercher... L'organisation commence au mois d'avril jusqu'à fin décembre, quoi.
Donc un petit peu tous les jours. Donc j'ai investi ma femme, les enfants, toute la famille. Beaucoup de bénévoles, de toute façon, c'est du bénévolat, c'est de l'accès à la jeunesse, de l'accès au plaisir, au loisir. C'est noble, on est d'accord? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et ça reste bon enfant. C'est ce que je veux d'ailleurs. Moi, je suis allé un jour où ils plantaient les piquets et les banderoles. Bon, il y avait des tables, il y avait du jambon, du saucisson, du pain, et puis j'ai regardé un peu comment ça se passait. Alors, j'ai pas planté de piquet parce qu'effectivement, j'étais pas équipé pour, mais j'ai vu ces gens qui étaient, je dirais, plein de mecs simples, plein de gens simples. Donc, les femmes, les enfants, et tout le monde plante et tout le monde construit ce terrain qui va servir pendant 2-3 jours. Ils viennent à 3, il y a 3, ça fait 1000, tu as 3-4 000 personnes qui viennent passer 2 jours sur un terrain, mais qui pleuve, qui vente ou qui neige, quoi. 3-4 000 personnes, c'est ça, les entrées? Après le Covid, à la reprise, on a fait plus de 5 000 personnes. Il y a des idées à prendre pour certains championnats. Ça arrivait. Alors, moi, j'aime bien, c'est ce que je dis toujours, j'aime bien faire ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire, une année, j'ai mis, à Château-Landon, dans les premières, j'ai mis la boule de la mort. Vous faites venir des animations. Voilà, j'ai mis ça. Je mets aussi une zone de trial pour faire découvrir aux gens qui ne connaissent rien à la moto. On se dit, tiens, c'est pas mal le trial, le cross, c'est bien. Vous faites venir aussi Maxime Després. C'est tout un ensemble. Tout un ensemble. Ça fonctionne comme ça. C'est comme ça que le Salon de Lyon a émergé et est sorti, plus que de terre, est sorti même de son milieu national. Surtout que dans ce quartier du 77, on a quand même eu un champion du monde qui est à Itteville. Comment s'appelle-t-il? On a eu Després, mais c'est pas le même. Le champion du monde en MX2. Je vois pas. Si, il habite à Itteville, à côté de chez moi. Jordi Tixier. Jordi Tixier, Jordi Tixier, Livia Lancelot, champion du monde. C'est des gens du quartier qui se sont rendus. C'est un terreau de champions. Voilà, donc il y a de la matière. On a eu Marc Germain, champion du monde d'enduro. Exactement. On a eu Arnaud Demester, qui est venu 2 fois. On a eu qui est venu là sur la course, il est venu rouler 2 fois, 2 années de suite, il est venu rouler chez nous. Merci Gérard, on va prendre date pour le 10 et 11 octobre avec Pascal, et puis si on peut, on viendra, on va commencer à avoir un agenda un peu chargé. Merci beaucoup, et nous on va accueillir une autre personne qui s'est ennuyée il y a quelques années et qui a développé une passion particulière, la collection de combinaisons de cuir. La suite de Power Sport News numéro 13 avec sur le plateau de l'émission David Roger. Bonjour David. Bonjour David, bonjour Pascal. Bonjour David. Pascal, si tu étais au Salon de Lyon, et je sais que tu y étais, tu y es passé, tu n'as pas pu manquer la collection de combinaisons qui était exposée entre les halls, David? 1 et 2. Entre les halls 1 et 2. Tout à fait. Tu l'as vu? Oui, j'ai vu ces combinaisons et je me suis dit, c'est quoi ça? Ouais. Il y en avait combien des combinaisons, David? Alors, il y avait une exposition de 180 combinaisons de cuir portées par les pilotes. Ça, c'est ta collection personnelle? Presque en intégralité. Moi, j'avais 150 combinaisons et 30 qui étaient amenées par diverses personnes. D'accord. Donc, t'es quoi? T'es collectionneur de combinaisons? T'as fait toi-même de la piste? Non, j'ai jamais fait de piste, mais j'étais énormément présent sur les circuits avec mon papa qui était commissaire. D'accord. Et ce que tu as fait, tu as entamé une collection à partir de quand? À partir du Covid. Donc, c'est tout récent. 150 combinaisons qui sont les tiennes à partir du Covid. Tu t'ennuyais pendant le Covid? C'est ça. Ouais. ouais, c'est un peu ça. Ouais. Puis j'ai été surfer un peu sur le net et puis finalement j'ai trouvé une combi, 2, 5 et puis. T'en avais déjà? T'en avais à toi? Ah, pas du tout. Non, d'accord. Mais à la limite, qu'on s'ennuie pendant le Covid, on s'est tous ennuyés pendant le Covid. Mais pourquoi les combinaisons de cuir de pilote? J'ai toujours été attiré par l'ambiance des paddocks, l'odeur. Enfin, il y a toute une âme et une ambiance qui
qui s'était... Et la nostalgie. C'est vrai que le paddock, c'est un peu l'ambiance du cuir. Hein. Ouais. Sans mauvaise pensée, c'est l'ambiance du cuir. Et ça, ces combinaisons, c'est une expo exceptionnelle. Donc, l'organisateur du salon, Jacques Monchanin, t'a dit, écoute, c'est toi qui l'as approché ou c'est lui qui t'a dit, écoute, t'as des combinaisons, j'ai vu ça. Alors je suis venu il y a 2 ans justement lui exposer mon idée. Il a bien adhéré. L'année dernière, j'étais déjà présent avec une exposition un petit peu plus petite de 90 combinaisons. Et puis cette année, on a tapé un peu plus fort et à la hauteur de Jack. Le double, quoi. Ouais, c'est ça, quasiment. Ouais. Alors, tu nous en as amené quelques exemplaires ici sur le plateau. Il y en a que je reconnais, enfin, je les reconnais. Il y a... Donc, celle-ci, on commence par celle-ci. Oui, donc Johan Zarco, Grand Prix de France 2011. Celle-là, tu l'as obtenue comment ? Sur le Bon Coin. Sur le Bon Coin. Ouais. Et en fait, l'histoire, c'est que Johan était fan du film Tron. Ouais. Et du coup, il a porté cette combinaison-là à ces couleurs-là. Et ils en avaient laissé une chez Euro Disney. Et les employés ont eu un tirage au sort. Et j'ai racheté 11 ans après à l'heureux élu qui avait gagné ça, qui était dans un placard. Ouais, parce que lui, il s'en fichait de la combinaison. Totalement. D'accord. Ouais. Belle recherche. Et c'est vrai que tu es le premier à avoir eu cette idée. À première vue, oui. Voilà. On a ici la combinaison de Guillaume Raymond qui roulait avec National Moto. Ouais, champion du monde, vainqueur de la Coupe du Monde là, cette année. Oui. On a reçu la moto sur le plateau et on a reçu également Stéphane Hadadj. Là, c'est des pilotes d'endurance. Ah non, là, il y a effectivement Vincent Philippe. Sur le... Dédicacé celle-ci en plus. Hein. Oui. Et puis là, c'est Sylvain Guintoli en MotoGP. Ah oui, pilote d'essai MotoGP, quand Joan Mir est champion du monde. Oui, qui a fait quelques... C'est 2017 celle-ci, qui a fait quelques wildcards. Pascal, ces combinaisons, tu les connais ? Tu les aurais reconnues comme ça à première vue ? Parce que ça fait longtemps que je suis dans cet univers, mais on est dans une tranche d'âge des 45, 55, 60, puisqu'on est sur une tranche d'âge de pilote, principalement d'endurance. Voilà, une exception qui est celle de Grand Prix, de pilote de Grand Prix. Les deux là, celle-ci MotoGP, celle-ci 125. Moi, quelquefois, il m'est arrivé d'aller chez Segura, David, Furigan. Alors, le fondateur de Furigan. Les frères qui ont fondé effectivement à la fois dans un premier temps Furigan et effectivement après la séparation avec Segura et Furigan. Mais quand on va chez David, chez Furigan, il garde justement, il y a une collection complète. Quand on va chez Denez, il y a une collection Denez aussi, il y a une collection complète qui est dans une sorte de musée. Effectivement. Et Michel Segura est venu. Oui, sur le stand. Il m'a fait c'est une surprise. Il est âgé de 80 ans, je crois. Il va prendre 80 ans fin d'année. D'accord. Donc, il m'a fait la joie de venir parmi nous sur ce salon. C'est une belle rencontre. Très belle rencontre. Et il était aussi content de retrouver tous ces anciens pilotes à qui il a fait du partenariat et qui a fait débuter en fait. Toute l'histoire. Il y a des pilotes qui se sont arrêtés, qui ont posé à côté de leur combinaison. Oui, moi c'était le but en fait qu'on puisse arriver à remettre le pilote maintenant dans ce qu'il a pu porter à l'époque. Alors la plus ancienne des combinaisons exposées de ta collection, elle remonte à quand ? Donc là on était sur un peu plus d'un demi-siècle, donc 1973. Ah oui. La combinaison de Joël Guillet lors de la Coupe des 4 saisons. Ah oui, d'accord, ça remonte. C'est ça. Et Joël était bien présent aussi. Et il était là, il a posé à côté de sa combinaison. Tout à fait. Et la combinaison que tu as eu le plus de mal à avoir, c'est quoi ? Où tu as bataillé je dirais presque la Zarco. Ah, la Zarco ça a été compliqué. À coup de millions de dollars ? Non. Le prix annoncé au départ était attractif. Et je pense que la personne a été énormément sollicitée. Donc... on était parti sur un petit jeu d'enchères, quoi. Donc c'était pas très très cool, alors que j'étais le premier arrivé. Ah oui, donc il y a eu enchère. Il a fallu batailler un petit peu. Il a fallu renchérir. Voilà. Ouais. Et Pascal, les combinaisons comme ça, on sait qu'elles ont évolué à
travers le temps, les combinaisons. Alors, tu as une combinaison de Michel Rougerie, ça ne doit pas être la même que celle de Sylvain Guintoli. Ah non, pas du tout. Puis Michel voulait vraiment quelque chose de très léger. Il voulait que ça soit, limite, il était en blouson, quoi. Ouais, donc, il voulait que ce soit le plus fin possible. C'est ça, ouais, que ça épouse le... Tu te rappelles des combinaisons des années 70 ? Parce que la plus ancienne remonte à 73. Oui, parce que si on regarde un peu les courses d'antan, que ce soit les courses sur piste ou même l'île de Man, elles étaient toutes noires. Donc des Cromwell avec des lunettes. Si on reprend les courses, les Michael Wood, les Agostini, je vois que derrière Giacomo Agostini, il n'a jamais couru avec la combinaison qu'il a sur le dos, parce que toutes celles qu'il a connues, on se rappelle, à chaque fois qu'on voit un pilote rentrer dans un stand, tout le staff lui met une petite tape sur les fesses. Il y a des gens qui doivent regarder ça en se demandant mais pourquoi font-ils tous ça ? Il faut quand même savoir qu'à une certaine époque, les combinaisons... C'est l'ambiance cuir qui veut ça. Elle n'avait pas toutes ces souplesses, tous ces soufflets au niveau du dos. Et il y avait cette espèce de poche qu'on appelait la boîte à caca. C'est ça. Hein, c'est comme ça que ça s'appelait. Maintenant, il y a une bosse derrière. Oui, maintenant, ils ont des bosses. Et souvent, c'était la tape qui était faite sur les pilotes, avec ces combinaisons de cuir qui n'étaient pas du tout souples, puis qui étaient épaisses comme des feuilles à cigarette, quoi. Donc, oui, alors maintenant, elles contiennent des airbags. T'en as avec airbag, j'imagine. Celle de Guillaume Raymond est équipée. Celle-ci, c'est obligatoire, de toute façon. Donc, airbag. Dans les bosses, il y a souvent le système de déclenchement. Voilà. Non, il y a la réserve d'eau aussi. Pour l'endurance, c'est la réserve d'eau. Et alors, t'as bien des préférés. Alors, je sais qu'un collectionneur a du mal à choisir. Mais si je te dis tes 3 combinaisons préférées. Ce qui est sympa, c'est la toute première, c'est Régis Laconi quand il roulait en 500 sur la V2 chez Tecmas. Ouais. Celle de Vincent aussi, parce que un des pilotes les plus titrés de l'histoire de la moto française. Est-ce que Régis te l'a dédicacé, la combi ? C'était déjà fait. Ah, c'était déjà fait. Quand je l'ai eu, elle était déjà dédicacée. Il a la dédicace rapide. Voilà. Régis. Donc, puis après, entrer vraiment des grands noms, plus de l'histoire avec des Patrick Ponce, Patrick Plisson. C'est surtout des pilotes français à t'écouter. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce non, que pas du tout. Non, pas du tout. C'est surtout une complexité de trouver. Oui, j'ai quelques pilotes étrangers. Notamment, Max Biaggi, c'était Gibernau, Masao Azuma. Qu'est-ce que j'ai Oui, on les voit. On le voit sur l'écran qui défile. Sur l'écran. Ouais. Et d'accord. T'as même une Fred Bollé, je crois, c'est ça ? Ouais, j'ai une Fred Bollé quand il a quitté le monde du motocross et il s'est essayé un peu au Supermotard, en championnat du monde de Supermotard. Alors lesquels ? Je vais te poser une question après, Pascal. Je te laisse le temps d'y réfléchir. Je vais te demander laquelle tu achèterais si tu avais le choix et les moyens. David, alors tes préférés, c'est lesquels ? La Johan Zarco. La Johan Zarco. Voilà, la Régis Laconi et la Vincent Philippe. D'accord. Et laquelle tu demanderais volontiers de combinaison, Pascal ? Moi, quand j'étais gamin, j'habitais dans les cités HLM. Et dans les cités HLM, on avait la famille Assante. Donc, Suzanne Assante était la fiancée de Michel Rougerie. Et lorsque Michel Rougerie venait dans les cités HLM voir sa fiancée, il venait avec une voiture de sport. Et avant de monter au 4e étage voir Suzanne, il nous demandait à nous, les 4 mômes en vélo, de garder la voiture pour empêcher que quelqu'un l'abîme. Donc si j'en avais une que j'aimerais bien récupérer, c'est la Dada cuir qu'on voit qui défile, qui est celle de Michel Rougerie par l'histoire, et qu'effectivement je devais avoir 10 ans, une dizaine d'années. Donc, est-ce que te vient en tête, par exemple, l'idée de monter un musée, par exemple ? Oui, j'aimerais bien qu'il y ait une exposition permanente. Après, le mot musée est peut-être un peu fort, parce que malgré tout, c'est un vrai coup de faire perdurer un musée. Il faut qu'il y ait une diversité, il faut que ça puisse tourner. Et puis, le coût surtout. Tu me disais tout à l'heure que, on parlait de ça, c'est arrivé de ta collection. Tu me disais que toi, tu te voyais plus comme un gardien du patrimoine. Oui, voilà. Moi, je veux que ça soit une collection qui vive. Et j'ai pris cette décision, en fait, quand j'en ai eu à peu près une vingtaine. Je me suis dit, c'est bien, elles sont chez moi, sur Important. Et donc, après, j'ai dit, je veux que ça vive, je veux que ça apporte de l'émotion aux gens. Et effectivement,
conserver le patrimoine. Et... Là, quand on voit ces combinaisons, on ne parle pas de technique. Donc, est-ce qu'à un moment, à force d'en avoir, tu vas imposer une quantité de patrimoine, d'images, d'histoires? Est-ce que les gens vont pas avoir envie d'avoir les premières combinaisons jusqu'à cette évolution qu'on peut avoir? Et un jour, quand tu deviendras avec une forte notoriété, c'est les pilotes qui viendront avec leurs combinaisons, qui les apporteront peut-être pour qu'elles soient exposées. Parce que là, tu te bats tout seul contre l'argent, contre une multitude de la spéculation. Alors qu'à un moment, avec 170 combinaisons, quand on a vu à Lyon ce qui a été exposé, les gens, les pilotes, à un moment, ils vont avoir besoin, parce que tous ceux qui sont en activité, ils sont en activité, mais quand ils vont être à la retraite, ils vont avoir besoin de toujours être présents et d'avoir toujours cette présence au sein de la compétition. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu penses, le développement de ce que tu as créé déjà? C'est déjà arrivé suite à l'exposition à Lyon l'an dernier. Faut être sincère. Maintenant, il y a certains pilotes qui prennent contact directement avec moi et en disant, bah oui, effectivement, j'y suis pas. On peut vite y remédier. On peut vite y remédier. Mais il va falloir que tu poses des limites à cette collection, non? Non. Après, faut un entrepôt. C'est vrai que c'est pas entassé, c'est pas. Ouais, la limite, elle sera surtout que faut pas non plus que ça soit rébarbatif. Donc après, on va partir certainement sur des expositions thématiques. Voilà. C'est ça. Les années 70, les pilotes d'une certaine génération, ceux des Grands Prix, les Grands Prix l'endurance. Et là, l'exposition était organisée de façon à ce qu'on voit l'évolution, comme disait Pascal, du cuir à travers les années. Oui. C'est vraiment original comme exposition et c'est là-dessus qu'on va se quitter, qu'on termine l'émission sur cette expo originale de combinaison. Merci David de nous avoir amené plusieurs exemplaires. Merci de nous avoir fourni ce petit film. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission Power Sport News le mois prochain. Salut à tous.